Augmentation des blindes. Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Et toujours en direct, non pas en direct, en différé de Dublin. En direct différé, mais bon, voilà, c'est du faux direct. Non, dis pas ça, c'est du faux direct. En duplex de Dublin. En compagnie de Chichi et puis à Dublin. Et là, les gars, on vous a gâtés, puisque avec nous, Rémi Réverchon. T'as Rémi, quel kiff. Salut les mecs, bonjour tout le monde. Salut Rémi. Rémi, déjà merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'imagine que t'as un planning chargé. Ouais, c'est les vacances pas ou pas tant que ça. Sur la période à Dublin là, ouais. C'est des semi-vacances. C'est des semi-vacances. T'as des petites obligations vite fait, comme voilà. Je me prends mon kiff sur mes quelques tournois et j'ai un peu de temps, donc je suis content de le partager avec vous là. Eh ben écoute, c'est un plaisir partagé. Enfin, on va voir. Attends que ce soit la fin de l'émission. C'est vrai. Après, c'est vrai. On va faire un petit peu plus connaissance avec toi. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, avant d'être le présentateur d'NB Extra, avant tout ça, qui est Rémi Réverchon? Ouh là là, j'étais pas prêt pour ça. Je vais mettre mes lunettes. Allonge-toi si tu veux. Écoute Rémi, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai 34 ans, je bosse donc à beIN Sport où je présente NBA Extra, émission de basket, depuis 7 ans maintenant, depuis la création de la chaîne. Sinon avant ça, je suis un gars assez classique, hein. J'ai grandi un peu partout. T'as pas mal grandi d'ailleurs. J'ai beaucoup grandi, j'ai pas oublié de grandir, ouais. Je frôle les 2 mètres et je kiffe le basket, c'est mon truc, je kiffe les States, j'ai un peu vécu là-bas. Parce que t'as vécu à Los Angeles, t'as monté une boîte de prod là-bas. Exactement, ouais, j'ai taffé 3 ans là-bas où j'avais monté ma petite société qui s'appelait So French Productions, où je bossais pour les médias français. En fait, je couvrais la NBA pour Canal, les infos pour BFM TV, tout ça, et je kiffais ma vie aux États-Unis, quoi. Voilà. T'as pas été joueur pro de basket Non, j'ai été ce qu'on appelle semi-pro. T'étais en N2. Ouais, N2, c'est la 4e division pour ceux qui savent pas trop. C'est un niveau où t'as les conditions d'entraînement intenses quand même. Tu t'entraînes tous les jours, c'est dur, etc. Tu touches un peu de thunes, mais pas suffisamment pour en vivre, quoi. Qu'est-ce qui a fait que t'es pas monté au niveau au-dessus? C'était pas une volonté, sans doute l'absence de talent. C'est la question de merde. Mais non, mais bon, clairement, si j'avais eu la chance de jouer, de tutoyer le très très haut niveau, je l'aurais fait. J'aurais pu jouer à plus haut niveau si je voulais, mais ça aurait entraîné des sacrifices, ça m'aurait obligé à pas faire d'études, par exemple, tu vois. Et j'ai fait le choix après le bac, clairement, entre jouer en Pro B ou bas de tableau Pro A, gagner 3-4 000 balles par mois pendant 10 ans, puis se retrouver sans rien, ou faire des études, tu vois, j'ai fait le choix de faire des études et redescendre un peu. Alors t'as fait des études de journalisme? Ouais, c'est ça. C'était un choix vraiment défini ou c'était un peu par hasard ou par défaut? Bon, c'était un peu, ouais, on en revient à ça. Moi, le basket, c'était mon kiff à l'époque. Si j'avais eu l'opportunité, en termes de talent, tu vois, d'aller très haut, j'y serais allé à 100%. Quand j'ai pris conscience du fait que j'irais pas très haut, je pourrais aller haut, mais pas très haut, je me suis dit, c'est peut-être plus intelligent de privilégier les études, quoi. Parce que c'était journalisme sportif, j'imagine que tu voulais faire. C'était pas, même pas tant que ça. Ouais. En fait, journalisme, vrai kiff à la base. Moi, même quand j'envisage le truc, quand je pars en école de journalisme, je voulais être Tintin, tu vois, je voulais être reporter de guerre, quoi. Tu vois, je voulais aller sur le front et tout. T'es trop grand, mec. T'es trop grand pour reporter de guerre. Caché derrière les murs, il y a pas de gilet pare-balles à ma taille, il y a rien. Et tu te donnes des tranchées. Ouais, nous dans les tranchées debout, on dépasse pas, tu vois. C'est clair. On est bien. Du coup, non, puis après, j'ai fait mes études, j'ai commencé à taffer, puis j'ai bifurqué naturellement. En fait, je suis revenu vers mon kiff qui est le sport et encore plus le basket, quoi. Alors attends, t'as 34 ans, donc t'es un peu plus jeune que moi, donc je suis un peu ton aîné, donc tu me respectes déjà. Je te vous vois ou pardon. Ouais, on va voir. Du coup, t'es à l'époque, t'es en pleine époque MJ en fait, quand tu kiffes le basket. Ouais, alors moi je suis arrivé sur le tard sur le basket, j'ai commencé à 13-14 ans, donc on est en 98-19. Alors il y a encore Jordan à ce moment-là, il revient aux Wizards. Voilà, il finit les Bulls et il la retraite, la deuxième retraite, puis il va faire les Wizards derrière. Mais moi, ceux qui m'ont fait kiffer le basket, c'est Allen Iverson. Voilà, et Kobe Bryant. Alors moi c'est marrant parce que moi j'ai commencé à arrêter de suivre le basket en 2002. Fin de MVP Iverson 2001. Et du coup après, j'ai arrêté. Tu vois, j'ai toute l'époque genre Gilbert Arena quand je savais pas qui c'est. Ouais. Mais c'est vrai. En fait j'ai arrêté pendant 6-7 ans et en fait il a arrêté et puis et donc moi j'ai vraiment cette période Vince Carter rookie tout ça, tu vois, donc c'est 97 18. Il est drafté en 98 Carter. Donc d'ailleurs tu sais on a fêté un anniversaire hier.
Celui du dunk. Le fameux dunk sur Frédéric Weiss. Et ouais, le pauvre Fred, le pauvre, il en a marre qu'on lui rappelle chaque année. Mais oui, c'était l'anniversaire du plus beau dunk de tous les temps. C'est dur d'être le mec sur. T'es le dunké, t'es sur. Ouais. Tu fais partie de l'histoire. Faut voir ça comme ça. Il est souvent de dos. Chaque année, on le voit en vidéo, quoi. C'est déjà pas mal. Ouais, j'avoue. Mais donc cette époque, tu kiffes le basket. T'as kiffé le basket toute ta vie et t'as pu rencontrer aussi beaucoup de monde de ce milieu. La chance que j'ai eue, c'est de par mon taf de pouvoir, quand je vivais aux États-Unis, assister aux matchs et faire mes interviews là-bas. Et même maintenant avec beIN Sport, les Français de NBA ils viennent nous voir chaque année. Moi, je pars en reportage là-bas. J'ai la chance avec ma chaîne de commenter les finales NBA, le All-Star Game et tout sur place. Et donc on rencontre les mecs. Donc moi je suis un gamin. J'ai interviewé Kobe Bryant, LeBron James, James Harden. J'ai tous les mecs. Comment tu fais quand t'es méga fan d'un mec, il faut gérer la pression. Faut pas lui faire sentir que t'es méga fan, quoi. Non, t'as raison. C'est particulier. En fait, alors. Surtout jamais être blasé, c'est la base du truc, parce que alors moi j'ai un petit je sais pas, c'est une habitude, par exemple quand je suis au final NBA sur place, au moment de l'hymne national avant chaque match, j'ai toujours, mais c'est instinctif, c'est naturel quoi, j'ai toujours un petit frisson qui me parcourt, tu vois, au moment de l'hymne et au moment où les gens chantent l'hymne et tout, ça me fait toujours un truc. Et je me suis toujours dit que le jour où j'aurais plus frisson, tu sais, on se bat un peu à beIN, on est nombreux à bosser sur le basket et tout, et il y en a plein qui rêveraient d'avoir ma chance d'aller sur place et tout, et je me suis dit que le jour où j'aurais plus petit frisson, je laisserai ma place, peut-être que je me reconvertirai peut-être un peu plus dans le management ou j'en sais rien, mais je laisserai ma place à un mec plus jeune pour aller commenter, etc. Il y a des mecs plus jeunes en même temps. Ouais, on est toute une équipe méga jeune, on a ce qu'on appelle nos chefs d'édition, les mecs qui préparent les images et tout que vous voyez pas à l'antenne mais qui sont des passionnés aussi, qui sont des dingues de ça et il y en a des jeunes, ça descend à 27-28 ans, c'est des mecs qui sortent d'école, qui commencent à bosser pour certains d'entre eux, il y en a d'autres qui sont plus confirmés et ces mecs là ils rêveraient de faire ça. Donc voilà, le jour où j'aurai plus petit frisson, je laisserai ma place. Et c'est un peu la même sur les interviews en fait. Voilà, je suis passionné, j'adore ce que je fais, je laisse de côté la partie fan quand j'interviewe un mec, je reviens journaliste, tu vois, je remets la casquette, j'essaye de faire mon taf. Mais évidemment que c'est un kiff permanent quoi. Alors est-ce que de toute façon ça peut pas, est-ce que ça peut vraiment s'arrêter parce qu'il y a toujours des nouveaux joueurs, donc il y a toujours des nouvelles pépites, il y a toujours des, c'est un milieu qui vit tout le temps, qui a constamment des nouveautés. Donc est-ce que cette passion peut vraiment s'arrêter? J'espère même pas. Si ça s'arrête, à la limite peut-être les interviews, mais tu resteras toujours dans ce milieu. Tu veux pas en sortir. Moi, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que j'aime le basket. Voilà, c'est ma drogue. Tu joues encore, mon kiff. Je peux plus jouer. Alors toute cette année de basket, ça m'a ruiné le genou. Je me suis fait opérer plusieurs fois et du coup là, mon corps, il aime plus trop le. Je t'ai vu jouer au basket contre Joao Vieira là. À Dublin. Il a gagné d'ailleurs, non? Ouais, il m'a battu le con, putain, merde. Il était ancien joueur pro aussi. Ouais, il a joué à bon niveau. Il a joué à très bon niveau. Première div portugaise et tout, ce qui est équivalent d'une Pro B française. Ils sont 8 au Portugal, ils sont 8. Ouais, c'est pas le sport numéro 1. Mais j'ai oublié la question de départ, c'était quoi? C'était par rapport au fait que tu joues plus parce que t'étais blessé ouais, j'ai arrêté de jouer au basket, Je me suis mis au CrossFit maintenant, une idée à la con. Ah bah oui, mais en plus c'est vraiment bien quand t'as pour les blessures, le CrossFit c'est connu pour pas faire de blessures. Non, c'est parfait. Je me suis mis au MMA. Je suis quelqu'un d'intelligent, vous pouvez vous en rendre compte. Et donc non mais c'est vrai qu'on m'a dit que t'étais à fond dans le CrossFit. Ouais, c'est devenu mon nouveau kiff. Mais bizarrement, ça marche bien. Alors je sais pas si vous êtes un peu sportif et tout et que vous aimez les sports un peu. Je sais pas comment on doit prendre. Je sais pas comment on doit prendre ces questions. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris sportif. Et moi à la base j'aime les sports ludiques. Il me faut un ballon pour jouer à basket, foot, je m'en fous. Il me faut un truc. Et ces sports-là, en fait, ils sont hyper traumatisants pour les articulations, les changements de direction, tout ça. Et au CrossFit, en fait, tout est contrôlé. Alors t'as des charges lourdes, tu vas vite et tout, mais tout est contrôlé. Quand tu fais un squat, t'as beau avoir 150 kilos sur les épaules, tu descends tout droit, tu contrôles le truc, et finalement, niveau blessure, ça se passe, ça va. Et en plus, mais c'est ludique dans le sens où en général, il y a pas mal de monde, tu sais, avec toi, il y a, tu sais, ça me rappelle, tu sais quoi, ça me fait un peu penser à l'ambiance sur les tables de poker, c'est-à-dire que au final, c'est chacun pour sa gueule. Au CrossFit, c'est pareil, c'est chacun pour sa gueule. Mais bon, au final, quand t'as une table et tu tchatches avec les mecs, il y a une ambiance qui se crée, un lien qui se tisse et tout. C'est pareil au CrossFit, quand tu lances ce qu'on appelle le WOD, là, l'entraînement, c'est chacun pour sa gueule, on va tous souffrir et chacun veut finir premier. Mais tu mets un gros son et au final, le mec il en chie comme toi à côté, quoi. Juste pour revenir sur tes interviews, parce que je peux pas ne pas te poser des questions sur les joueurs NBA, mais c'est qui un peu les mecs genre tes plus grosses vibrations, quoi, genre les mecs que j'ai fait moi en interview? Ouais. Number one, Kobe. Ouais, tu l'as fait plusieurs fois, non, Kobe? Alors je l'ai fait plusieurs fois parce que j'habitais à Los Angeles, donc je l'ai eu plusieurs fois là-bas, mais chez lui ou pas? Ah non, t'as jamais fait chez lui? Personne, il reçoit personne. Il est méga star, il cadenasse tout et tout. Chez lui, personne met un pied, quoi, à part ses proches. Non, Kobe, mais surtout quand je l'ai fait à Paris il y a 3 ans maintenant.
Il est venu pour Nike faire une OP, sortir une chaussure, voilà. Et ils nous l'ont filé en interview. Et c'est la première fois où j'ai eu une demi-heure, comme vous et moi là maintenant, face à face, bon les caméras et tout autour, à discuter. Une demi-heure de chat tous les deux et tout. Et là, tu sais que tu t'es libre, tu peux parler un peu de tout. Enfin, alors on m'avait. Oui, on t'a briefé trois sujets, on va te briefer. Enfin, c'est comme nous, on nous a briefé, on nous a dit des trucs, on peut pas te parler. Je suis curieux, j'aimerais bien savoir quoi. Non, mais Kobe. Pourtant, j'ai fait des mecs, tu vois, j'ai fait LeBron il y a 2 ans maintenant. Mais vraiment, celui qui m'a le plus marqué, c'est Kobe. Pourquoi ? Parce qu'il il dégage une aura, il a vraiment un charisme incroyable. Charisme dingue. C'est mon idole de jeunesse. C'est lui qui m'a fait kiffer le basket. Je vous dis, c'est lui et Iverson qui m'ont fait découvrir. Mais même si j'adore Iverson, c'est Kobe. Je pense que Iverson, ça doit pas être la même en interview. Hein. Ouais, non. Ça doit pas être, je sais pas si ça va pas être aussi fun. Et surtout, en plus, il a tellement vieilli quand tu le vois aujourd'hui, il vend moins de rêves. Il est un peu en bout de course, le pauvre. Il a une deuxième partie de vie plus difficile, alors que Kobe, c'est un monstre. Il est en contrôle. Mais il avait déjà, je pense qu'il avait déjà anticipé. Ça, c'est pas la même non plus. Il avait déjà anticipé sa retraite, je pense, avant. Alors qu'Iverson, c'est. Au niveau des interviews, moi, j'ai un peu la question inverse. J'aime bien savoir un peu quelle est ta pire interview, genre vraiment celle où tu sentais que t'étais horrible. Rien, parce qu'il va sûrement écouter, hein, si c'est un NBA. Ouais, il y a des chances. Non, j'ai plein d'anecdotes. Hein. Vous savez qu'en fait, en NBA, ce qu'ils font vachement bien, c'est qu'ils ouvrent les vestiaires à la presse avant les matchs. Ouais. De 1h30 à 1h avant le coup d'envoi, c'est ouvert et les mecs qui sont là en train de mettre leurs chaussures et tout, tu peux aller les interviewer. Et donc comme ça, j'ai eu la moitié des joueurs NBA quoi, en me baladant dans les vestiaires quand j'habitais là-bas. Et tu peux, c'est ouvert, ils savent et tu peux aller vraiment. Alors après, les mecs sont en droit de dire non, tu vois, ils peuvent se dire non, je me concentre, ils mettent leur casque et tout. Là, tu comprends. C'est bizarre d'ailleurs parce que tu dis avant un match, c'est le moment où justement t'as envie d'être dans ta bulle et c'est l'esprit très ricain du truc. C'est l'américaine, ouais. Voilà, c'est un market show avant aussi, tout, tu vois, et on fait ça pour les médias, pour le public, donc pour vendre, voilà. Mais moi je trouve ça malin. Et alors ça vous parlera peut-être pas, ou alors faut être un peu expert basket, mais JJ Redick, ça vous parle? Bien sûr, quand même. Il prend des newbies quoi, je sais pas les mecs. JJ Redick quoi. Shooter, donc reconnu en NBA et tout. À l'époque, il jouait à Orlando. Et je sais pas, ça vous parle peut-être Orlando? Orlando, vous connaissez? Aux États-Unis, ça. C'est magique. J'ai déjà entendu parler? Comme Paris. Et très bien. Et alors lui. je devrais pas dire ça. Avec moi, ça avait été un connard notoire, ouais. J'ai ce souvenir là de moi qui vais le voir et tu sais qui me présente plutôt cool. Le mec est en train de se préparer, genre salut, moi c'est Rémi, je suis français, je bosse pour la télé française. Est-ce que je pourrais te poser 2-3 questions? Fuck French. Ouais. et le mec me regarde. À partir du moment où je dis que je suis français, il lève un sourcil en me regardant comme ça, genre il fait nah. Comme ça, et tu vois, genre froideur inouïe et tout. Moi, je fais bon, bah tu vois, j'insiste pas, je fais pas le connard, je m'écarte. Et là, 2 secondes après, il y a une télé, je sais plus, locale de LA qui arrive. Hop, il prend l'interview sans problème, machin. Et vraiment, vraiment condescendant au max et tout. Et j'avais retenté ça une autre fois où il était venu jouer. On a un message de DJ Redick en direct qui dit connard. Enculé, c'est pas vrai. Il parle super bien français. Hein. Et il avait refait? Ouais, il avait refait, il avait été froid avec moi, il avait refusé une deuxième fois. Ce jour-là, j'ai dit bon bah toi enculé, toi, jamais. On peut dire aujourd'hui t'as couché avec sa meuf. Ouais voilà, il doit y avoir une histoire comme ça. Non, mais alors tu vois, il a pas l'air en plus sur le terrain. Tu dis que c'est. Et c'est ça qui me fout la haine, c'est que maintenant je vois plein d'interviews où tout le monde dit c'est un vrai gentil lui et tout. Je suis là bah non, ouais, c'est quand pas du tout un vrai une mauvaise expérience avec un type, des fois c'est. Putain, maintenant je vais le voir et tout. En plus, il a été transféré en plus. Ouais, il est parti de Philly, il a signé à il a pas signé à Nouvelle-Orléans lui? Je sais plus, faudrait regarder. Oh là là, je suis battu, il y a eu trop de transferts cet été. Ah ouais, bah non, mais ça c'est. En plus, non, mais il a fait une pure saison. Enfin, il est très fort. C'est un très bon joueur. Donc pas d'autres connards comme ça. Non, enfin si. En fait, mais les mecs qui sont censés. Il y a des mecs qui sont. Il est chez les Pelicans. Ouais, c'est ça. Il y a des mecs qui sont censés être des. Tu sais que c'est des mecs qui sont pas censés être des connards, mais qui ont des. Je sais plus, attends, qui ont des attitudes un peu à la con. Genre, tu prends Ibra par exemple au foot. Ibrahimovic au foot, il y a un peu des images comme ça. Ça, tu vois, à l'inverse, je pense qu'Ibra, c'est un mec top, moi. Tu vois, il y a trop de vidéos qui sortent, je sais pas si vous avez vu, avec les gamins, ou ceci, ou cela. Et je pense. C'est une image qui se donne, et il est bon dans ce rôle en fait. Exactement. En fait, et puis moi, ce que j'aime, Ibra, c'est quand tu le vois faire le méchant, puis après d'un coup il sourit, il rigole et tout. Oui, il est toujours dans le second degré. Alors ouais, il a un ego surdimensionné, mais moi je trouve ça cool. Je préfère les mecs comme ça que les mecs fades. Tu vois, il y a des mecs. Boris Dio, et tu vois, légende française et tout, mec top, un mec en or, adorable, il a le cœur sur la main et tout. Mais pour nous les médias, Boris c'est un mec qui veut pas faire de vagues et tout. C'est pas un bon client. Ouais, c'est pas un bon client. Et il le sait de toute façon, il le dit qu'il aime pas ça, il aime pas les médias. Enfin, il aime pas. Un jour je l'ai croisé, j'ai demandé une photo. Putain, je te jure, j'ai cru que il l'a fait quoi, mais tu vois c'est.
Ouais, moi en même temps, c'est quand il est revenu en France, là, tu vois, je le voyais traîner sa valise. Gare du Nord, je me dis, putain, il y a 3 mois, t'étais dans des jets et tout, là. Ouais, c'est pas la même. Ouais, bon, après, les mecs, ça dépend c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que les mecs, c'est des stars, ça dépend au moment, ils sont comme vous et moi, il y a des moments où ils ont des sales journées. Mais nous, c'est pareil, nous, quand on demande des photos, on envoie chier tout le monde. Clairement. En général, hein. Ça nous arrive 2 fois par an, donc tu peux te dire qu'on les envoie jamais chier. C'est clair. On lui dit, tu peux revenir quand il y a ma meuf. Vas-y, il y a ma meuf, prends la photo, prends le selfie. Et les Français, vous avez créé une relation particulière, genre Tipeee par exemple qui est parti maintenant. Bien sûr. Il est pas décédé pour les. Écoute, le mec il a acheté une station de ski. Très bon album d'ailleurs, écoutez l'album de Tipeee. Oh là là. Tipeee est un mec un peu comme ce que je vous disais pour Kobe, c'est un mec qui était on se rend pas compte en France à quel point il a été starifié aux States à son époque avec Eva Longoria machin. C'était une superstar basket évidemment, MVP des finales et tout ça, mais au-delà de ça, c'était une superstar people. Il faisait la une de tous les magazines people etc. machin et tout, donc vraiment mais top méga star aux States et du coup il s'est tellement protégé qu'il a donné cette image un peu froide tout au long de sa carrière, alors qu'en fait c'est un mec en or aussi. Après en France, moi je trouve que Tipeee c'est un mec qui a fait passer le basket à un niveau supérieur bien sûr. Parce qu'en équipe de France, alors forcément il y a la vidéo la plus connue, c'est celle dans le vestiaire moi ça me fout des frissons de France-Espagne mais il a je trouve qu'il a quand même vraiment une très bonne image en France. J'ai pas l'impression que c'est tu trouves? Ouais, tant mieux. Moi c'est ce que je ressens, je ressens autour de moi. J'ai jamais quelqu'un qui m'a dit Tipeee genre c'est le mec qui se la pète, qui se la raconte trop etc. Au contraire, parce que c'est le cas. C'est un mec qui tu sens que c'est un mec à la niaque vraiment, et quand veut quoi, il s'est battu de dingue, et Tipeee, moi pour moi c'est un truc un peu exceptionnel, parce que moi je suivais le basket, tu vois, quand j'avais 12-13 ans, et c'était déjà une superstar quand il était en prépa comment ça s'appelle à l'INSEP. Ouais, bien sûr. C'était déjà une superstar. On en parlait déjà dans les magazines et on savait déjà qu'il allait jouer en NBA quoi. Et il arrive en NBA parce qu'il y avait des mecs dont on parlait, c'est l'époque d'Olivier Saint-Jean, tu vois, Tariq Abdul-Wahad, voilà, qui a fait un flop au final. Ouais, qui a en tout cas pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir. En gros, il y avait pas eu encore de Français qui avaient décollé. C'est là où t'as raison. Alors oui, premièrement, c'est pas le premier Français NBA, mais le premier à avoir explosé, bien sûr. Et surtout des mecs comme ça, comme tu dis, là, dont on parlait gamin et tout, avant lui et même depuis lui, il y en a plein quoi. Au final, quasiment tous les 2 ans, j'ai l'impression qu'on annonce une nouvelle pépite. Et lui, c'est le seul qui a vraiment assuré le truc jusqu'au bout quoi. Non, c'est légendaire, Parker, incroyable ce qu'il a fait. Il a fait franchir un cap fou au basket en France. Il nous a amené un titre de champion d'Europe. Il est 4 fois champion NBA. C'est une légende. Il y en a pas un qui s'approche à la cheville de Tony aujourd'hui. Il a investi énormément aussi dans le basket en France. Alors comme d'autres, il y a Evan Fournier aussi qui a investi aussi en France. C'est l'Asvel, Tony Parker. C'est ça, il est propriétaire de l'Asvel, ouais. Et plus gros budget cette année qu'on ait jamais vu en France dans le basket. Il ramène le club en Euroleague. Non, c'est bien tout ce qu'il fait. C'est top. Et avec Nico Batum, voilà, vous me demandiez, moi je suis, pour une fois, on a même franchi l'étape journaliste et on est devenu potes. En fait, on est arrivé dans un lien d'amitié avec Nico Batum par exemple. Moi je suis très, à force de bosser ensemble et tout, on s'est vachement rapproché. Il est mec en or, et donc je suis devenu pote avec lui, et donc ils bossent beaucoup ensemble tous les deux. Nico, il est co-associé à l'Asvel de Tony. D'accord. Putain, on n'a pas les mêmes potes. Moi j'ai chichi quoi, putain. C'est la blague. Bon, vous avez le même contrat, non, que Nico? Non, 125 millions de dollars sur 5 ans, c'est pas non, vous avez pas ça? On a ça sur Milan. Non, sur Milan. Sur Milan. Calcule bien. Calcule bien, parce que sur Milan on n'est pas. On n'est pas en pesetas. C'est vrai. Attendez, je voulais te parler d'un truc. Je crois que c'était le basket. Non, on va parler un peu de poker, un peu comment t'es arrivé. On est en train de faire chier tous vos auditeurs. Ah oui, je pense que ça les fait chier. Ils sont là. Tu reçois Rémi Verchon. Vas-y, parle-nous de poker. Vas-y, parle-nous de cartes. On a rien à foutre du basket. Comment ça? Est-ce que c'est juste parce que Wina t'a contacté, ou c'est le poker depuis longtemps tu joues? Alors, je vais être honnête, c'est un kiff perso le poker. Je joue beaucoup avec mes potes à moi. Comme j'ai vécu à Los Angeles, je me suis fait plein de week-ends à Vegas où j'allais jouer en cash game à des tables là-bas. Mais je suis à des années-lumière d'un quelconque niveau décent en poker quoi. J'ai pas la prétention là, clairement. J'ai mon partenariat Wina, ce que je bosse avec la Winamax TV, voilà, sur l'émission de basket, et du coup ils m'ont proposé de venir, et moi je suis ravi d'être là. C'est un kiff total là, de me faire mes tournois. J'adore être à une table de poker, je trouve ça top, mais j'ai pas du tout la prétention d'aller chercher une table finale ou quoi que ce soit quoi. Mais genre t'as envie, c'est un truc, t'as envie de progresser et tout? J'aimerais bien, j'aimerais bien. Le problème c'est le temps. Votre passion là, elle est tellement chronophage. J'ai l'impression que
quand tu veux être bon au poker, faut y passer des nuits, comme dans des tous heures. comme dans tous bah les ouais, milieux, mais quoi. j'ai l'impression que presque plus, tu vois, au CrossFit, moi j'y fais mes 2 heures par jour et voilà, et je suis rincé, c'est très bien. Au poker, 2 heures par jour, c'est rien quoi. Au poker, tu penses tout le temps poker en fait. Ouais. Quand t'es dedans, Et moi c'est je me plus rends comme compte. le basket, en fait, c'est plus comme un sport, c'est-à-dire que si tu veux être le meilleur, bah c'est en fait tu dois t'entraîner plus que les autres, quoi. Et Ouais. Après, pas forcément être le meilleur, ce sera pas, c'est pas un objectif atteignable, mais atteindre un niveau décent qui te ferait plaisir. Parce que le but, ça reste de kiffer, c'est pas clairement pas de faire ta vie là-dedans. Est-ce que tu regardes un peu des vidéos, des trucs poker? J'ai fait ça, j'ai eu ma petite période où j'étais assez drogué à ça, où je jouais en ligne un petit peu. J'ai arrêté, je joue plus en ligne maintenant, j'ai perdu trop de thunes. Et on t'en remercie. C'était quoi ton pseudo? J'avais mon pseudo SoFrench en fait, de SoFrench Ok, Pro, t'avais tu vois, pris de ta boîte. Et du coup je m'appelais SoFrench, ouais. Et je jouais, je passais un peu de temps dessus, ouais. Et à l'époque je regardais des vidéos et je kiffais, je voyais des trucs, des mecs qui faisaient des tutos marrants. Ou j'ai souvenir d'un mec qui faisait un tournoi turbo et qui en ligne et qui avait monté un petit truc pour cacher sa main en fait. Ses cartes, et jouer voilà, sans regarder ses cartes. Il prouvait qu'on pouvait gagner un tournoi juste en étudiant ses voilà, dans l'histoire du poker, il y a une nana qui s'appelle Annette Obrestad qui avait à l'époque, je sais pas, elle devait avoir 19 piges. Ouais. Ça, je te dis un truc, c'était il y a 10 ans. Elle était déjà très forte et elle a voulu prouver qu'elle était super forte et elle a joué un tournoi. Elle a gagné. Il devait y avoir plus de 1000 joueurs sur un tournoi qui était super en ligne relevé. ou... En ligne, ouais. Et elle l'a gagné. Carte cachée. Et c'est bon, aussi, ça te montre que en fait, tes cartes, elles ont une importance, mais quand t'es très fort, c'est pas le facteur le plus important en fait. Je comprends parce que tu vois quand un mec comme moi qui a un niveau moyen, on est quoi nous les joueurs comme moi, c'est tu vois, on est ridicule pour vous parce qu'on fait quoi, on joue tight à mort, tu vois. C'est justement, je pense que jouer tight c'est là où de pas faire une erreur, c'est jouer large qui est une erreur. Ouais. Ah ouais. Plus tu joues, en fait, plus tu sais pas quoi faire dans un spot, moins tu vas essayer d'avoir de spots. Et puis, en fait. tu vas essayer de faire le moins d'erreurs possible. Plus tu rentres dans le coup, plus tu vas faire d'erreurs. Donc en gros, en jouant serré, au moins tu auras toujours des mains décentes, donc tu pourras toujours faire un petit quelque chose, quoi. C'est comme ça que je survis. Moi, tu vois, hier j'ai fait, j'ai joué sur le bounty progressif, ils appellent ça là, où je suis assez content. J'ai duré un peu, tu vois, on était 200 joueurs, je crois, ou un tout petit peu moins, 195, un truc comme ça, et je bust, je sais plus 42, je crois, ou 41. Ouais. Donc tu vois, décent, mais bon, au final, il y a pas de coup d'éclat, quoi. Après, tu sais, voilà, terminé, quoi. Un tournoi aussi, même les professionnels, ils en gagnent pas peu, tant que ça en final. fait. Bien sûr. La majorité du temps, un tournoi, ça reste un jeu où la variance, qu'on appelle la variance, c'est-à-dire la part d'aléatoire existe. Bien sûr. Mais c'est marrant parce que j'avais cette discussion hier avec un pote là à une table, et c'est ce qu'il me disait. C'est ça qui est cool dans votre passion là, dans le poker, c'est que demain, je sais pas, on se met au tennis, on fait tous un match contre Nadal, on se fait démonter. Il y a 0% de chance qu'il se passe quoi que ce soit. Déjà arriver à jouer contre Nadal, déjà c'est compliqué. Alors que vous, au final, je peux jouer contre Phil Ivey si je veux demain, si je peux très bien le niquer sur un tournoi. C'est ça qui est. Si on fait un contre 1 contre LeBron James, je pense qu'on a plus de chances que contre un contre 1 contre Nadal ou pas? Moi, je pense que oui. Tu peux mettre un panier, parce qu'en fait, dès que t'as le ballon, tu shootes. Mais tu sais, genre, tu shootes à 9 mètres. Ouais, mais t'as plus de chance. Il faut que ton match il soit sur un panier, quoi. Parce que normalement, un match, c'est un contre 1, tu joues en 7 points ou 8 points. Oui, là, t'es mort. Et là, en 8 points, même si tu mets ton premier panier, après, tu vois plus jamais le ballon. Tu mettras un point. Ou alors, t'as vraiment de la chatte à chaque fois, mais il faut vraiment. Ouais. Ou alors, et contre Nadal, il faut qu'il fasse 4 doubles fautes pour que tu sais, tu lui tires dans les yeux. Tu lui tires dans les yeux. Tu lui tires vraiment, t'essaies de lui tirer. Tu jettes la raquette dans les yeux. Tu scotches le bras gauche, tu fais une technique. Alors là, je peux te dire un truc, que si tu lui scotches le bras gauche, mais alors t'as 0,0001. Mais tu récupères un 0,01%. Le mec. Ouais, c'est clair. Son bras gauche, c'est moi, quoi. Sinon, tu le fais jouer dans le noir. Ah là, il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc. Moi, je vais pas être dans le noir avec toi. Avec des lunettes infrarouges. Ah, tu vas pas être dans le noir avec moi. Ok, d'accord. Sur le c'est compliqué. Oula. Attends, je vais te faire un petit quiz. Je sais pas combien de temps ça fait, parce qu'après tu vas aller jouer des tournois. J'ai le temps, vous inquiétez pas. On a un petit peu. Oh, on a le temps, putain. Mais en fait, on parle vite. Sur un petit quiz juste. Parce qu'après on va tester tes connaissances poker. Attention, c'est un quiz technique. C'est un quiz technique. Ça va. Juste, vas-y, pose ta première question. Alors, tu préfères prendre un café avec Jordan ou faire un 1v1 vs LeBron? Un contre 1 face à LeBron. Je suis trop joueur. J'aurais pensé au café. Tu donnes des petites odds quand même? Tu penses qu'il y a moyen de mettre un panier ou pas? Face à LeBron? Ouais. Oh putain. Ah si, un panier, tu peux en mettre. Au top de ta forme, ouais.
on va partir du principe que lui sait qu'il joue face à un connard de français débile et qu'il joue à 3% de ses possibilités. Donc il va pas vouloir se blesser. Sur un petit step back, je peux mettre un shoot vite fait qui défend pas trop, il rentre. Voilà, allez, je perds 10-1. Allez, un panier qui rentre. Mais non, tu t'arrêtes à 1, tu dis, bon, c'est quoi, game. Tu te casses. Tu préfères couper du bois avec Karl Malone ou voyager en Corée du Nord avec Dennis Rodman? Couper du bois avec Karl Malone, je suis un homme de la nature, moi, c'est pour ça. Tu préfères dire à J.R. Smith qu'il y a égalité ou dire à Chris Webber qu'il y a plus de temps mort? Ah, j'aime tout ça. J.R. Smith, parce qu'il m'a régalé, je l'ai vécu en live. Ah, t'étais là-bas? Ouais, on était au final NBA, on les commente. On commente. Tu sais que je crois qu'en plus, le moment où il commente, c'est Xavier Votion qui comprend pas. Qui comprend pas non plus. Et oui, c'est moi qui lui dis. À l'antenne, il comprend pas. Xav, il dit, oh, rebond offensif, il ressort et tout. Je suis là, je fais, mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est là qu'on réalise. Et là, t'as le monde entier qui est là, mais shoot! Et qui fait exactement le même mouvement que LeBron. Non! C'est incroyable. Ce moment, il est incroyable. Enfin, ça fait partie, moi, de ces moments de la légende. T'es son coéquipier, t'as envie de le tuer. Bah, les vidéos derrière de LeBron, elles sont fantastiques. Quand il va s'asseoir, il veut même pas lui parler. Il fait, oh non, comme un gamin, tu sais, qui t'a saoulé, tu veux même pas lui expliquer. Je sais pas si tu te rappelles, après, il s'assoit et il demande est-ce qu'il y avait un temps mort. Et il apprend, il se prend la tête à deux mains. Et il se prend la tête, et tu sais qu'ils ont perdu à ce moment-là, parce que le mental, c'est fini, quoi. Est-ce que tu préfères tenir un food truck avec Philippe Etchebest par-dessus ton épaule qui te gueule dessus H24 toute ta vie, ou avoir un enfant qui a la voix de Jacques Monclar? L'enfant avec la voix de Jacques Monclar, évidemment. Ah ouais? Ça, c'est pas sympa pour ton enfant, quand même. Ton gars, c'est une star, c'est une star, quand même. Mais attendez, Jacques Monclar, c'est Dieu, les gars. Ouais, ça on sait, hein. Ça on sait, mais bon, c'est juste, moi, mon gosse, j'ai pas, enfin, c'est flippant, tu sais, le mec, il sort, il fait, ouah, ouah, ouah. Non, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave que ça. Ouais, tu peux pas limiter, c'est illimitable. T'es un gros fan de sneakers aussi? Ouais, grave. C'est, moi, tout à l'heure, je me renseigne un peu, il paraît que c'est les Jordan 11, tes préférés. Putain, vous êtes calé. Ouais, je suis un dingue de Jordan 11, j'ai 7 ou 8 paires différentes, ouais. Il y a une ressortie l'année dernière. Non, c'était l'année dernière. Il y en a chaque année quasiment maintenant. Ouais, l'année dernière ils ont sorti la Concorde. C'est la haute noire et blanche, le modèle un peu classique de la 11. Et bien sûr, je suis allé dessus. Ouais. Et ouais, je te dis, j'en ai. Je devrais faire le compte. Je dois en avoir 8 paires, je pense. Comment tu fais? T'as une. Tu sais, c'est un peu comme un petit dressing de choses. Alors, j'ai l'appelle le mec des Rockets là qui a toutes les paires. PJ Tucker. PJ Tucker qui a. Je sais plus les gars, je vous enverrai une vidéo si vous voulez que Nicolas Batum m'a envoyé là. Il s'est fait un dressing chez lui à Charlotte là, encore plus scandaleux. Il a une pièce, je pense, de la taille de votre chambre là ici, un truc de 25 mètres carrés avec que des chaussures partout. Incroyable. Ok, bah ouais. C'est quoi un peu ton budget sneakers à l'année? À l'année? Enfin, je sais pas, est-ce que t'as un budget ou c'est juste quand ça sort? Ouais, c'est au kiff, un peu quand ça sort. Je pense que je m'achète bien une belle paire par mois, ouais, une belle paire à 200-250 balles par mois, donc c'est un peu de thune quand même, ouais. Ouais, c'est un budget. Est-ce que t'as chopé les dernières Jordan? Non, les 34 là qui viennent de sortir, non, je suis pas fan des modèles Jordan. Moi, j'ai arrêté depuis le dernier vrai modèle des Jordan que j'aimais beaucoup, c'était les 16. Depuis les 16, j'ai pas vu grand chose que j'aimais. Je vais regarder lesquels c'est les 16. Celles qu'ils ont fait avec Porsche, c'est lesquelles? Avec Porsche? Tu sais, le modèle, attends. Je sais plus, tu me mets le doute. Moi, mes préférés, c'est. Bon, les unes sont parfaites. Ah ouais, moi, c'est les deux. Moi. J'allais dire 3-4. Moi, c'est. Ah non, pardon, attends. Oui, c'est les 3, les Bluetooth, c'est les. C'est le. Attends. Après, tu les portes toutes ou il y en a que tu les achètes vraiment? Ah, c'est comme tout le monde, tu vois. Alors, je les porte. Moi, je suis pas du genre de sneaker freak, tu vois, à garder les chaussures dans les boîtes et surtout pas les sortir. Non, moi, les chaussures, je les sors, je les porte. Je suis pas dans le business de revendre tout ça, machin. Et Jordan 4. Et je les porte, mais oui, évidemment qu'il y en a certaines que je porte 3 fois et puis c'est tout, quoi, tu vois. Ouais, oui, après c'est. Mais les Jordan 3. Vous, c'est quoi vos chaussures alors? Moi, c'est Jordan 3. Jordan 3, bah ouais, mais c'est celle qui. En plus, c'est. Ouais, c'est, tu vois, le modèle. Ouais, c'est plus les blanches et bleues, je sais plus, ils ont refait ils ont ressorti à fouetter là. Il y a tellement qui sortent en même temps. Après, c'est bon, c'est 200 balles. C'est un business, hein. Moi, il y a une chaussure que j'ai toujours voulu acheter. Je crois qu'il va la ressortir, c'est la Iverson, les Answer. Je crois que c'est les une ou deux, c'était des. Alors attends, c'était quand il était chez Reebok, c'est ça à l'époque? Ouais, c'est chez Reebok. Ouais. Pourquoi il a été autre part que Reebok? Bah il a pas été Adidas à la fin en suite de carrière, Iverson? Moi, je sais plus. Je suis tellement pas. En tout cas, ouais, bien sûr, je les ai eu. J'ai eu les une et les deux, ouais. Alors moi, je crois que j'ai eu celles qui sont les plus moches. C'était les 3. Alors je sais pas comment il est sorti, mais je sais plus. Je vais regarder, c'est les 3 ou pas. Mais là, je crois qu'ils veulent les ressortir. Ah ouais? Je crois qu'ils veulent les ressortir. Là, il est en promo. Enfin, tous ses Insta, il est en train de. Oh, il fait tellement vieux que je te jure, moi ça fait de la peine, hein. Moi c'était mon dieu vivant, ce mec là. Il a pris une énorme claque, hein. Bien sûr. Donc voilà, c'était la petite partie sneakers. C'est quoi la suite là de
un petit peu les tournois que tu vas faire t'as prévu sur le week-end là ouais. Il me reste juste un tournoi aujourd'hui. Je dois partir demain malheureusement puisque je pars. C'est pour ça que je fais pas le main d'ailleurs parce que je pouvais pas. Même si Dieu avait voulu que j'aille loin, je pouvais pas puisque je dois prendre l'avion demain. Puisque dimanche je pars à New York voir Franck Nilikina d'Enix. Faire un petite interview. Ouais, petit reportage post Coupe du Monde tout ça. Voir si ça a pris le buzz un peu à New York, si les médias new-yorkais ont pris conscience de ça, si son statut peut changer tout ça. Ouais. Du coup j'ai juste un tournoi tout à l'heure. Ça s'appelle le One Day. C'est à 16h ici à Dublin. Alors moi j'ai une question technique parce que là je vois que t'as le bracelet du Winamax Beer Pong. Ah oui. Alors est-ce que ça aide quand on shoot au basket pour le beer pong ou pas? Alors absolument pas. Parce que est-ce que t'as essayé aussi de shooter comme ça au bien début? Sûr, j'ai voulu faire le basketteur au début, ça va pas du tout marche servi. pas du tout. Et j'ai passé 2 tours et on a perdu au 3e tour malheureusement. Et la bonne idée c'était de faire le hyper turbo juste après. Je peux vous dire que j'ai vite envoyé tapis, j'ai pas duré longtemps hier soir. Ouais, comme tout le monde, le hyper turbo à mon avis il était bien alcoolisé. Ah oui, il a moyen. Il a pas duré longtemps. Là, juste, on est à quelques semaines du début de la saison NBA. Yes. Du coup, ça va être l'effervescence au niveau de la préparation des émissions, tout Bien ça. sûr. Non, c'est la folie. On rentre en plein dedans là. C'est pour ça que là, Dublin, c'est ma dernière petite bulle cool. Puisqu'après, je vous dis, bon, New York, ça reste très cool évidemment, mais bon, c'est en mode taf. Et après, je rentre là le 6-7 octobre. Et là, c'est préparation totale. On reprend les émissions le 20 octobre. La NBA reprend le 22 au soir, je crois. Et c'est quoi le match d'ouverture? C'est quoi? Alors, t'as la grande soirée Noobin d'ouverture. On a 2 matchs ouf. Le premier, c'est la tradition, c'est la remise de la bague aux champions. Donc Toronto qui reçoit les Pelicans de Zion Williamson. Waouh, ça va être costaud. Tu l'as vu jouer ou pas? Zion, je l'ai vu jouer pas en vrai. J'ai vu jouer tous ses matchs à Duke, etc. Je l'ai pas vu encore en vrai, mais j'espère le voir très bientôt. Tu penses que c'est un game changer comme LeBron ou pas? Moi, je pense que ouais. Je pense qu'il a un potentiel physique qu'on n'a pas vu depuis LeBron justement. Ça, ouais. Et si il a pas de pépin de blessure, ce qui me fait quand même très peur avec son poids. Ouais, s'il a pas de pépin de blessure, je pense qu'on a un vrai phénomène. Vrai. Et donc juste pour finir sur la nuit, donc il y a ce match là et dans la foulée, il y a un Lakers Clippers absolument énorme aussi, avec la nouvelle équipe des Clippers. LeBron, Anthony Davis contre Kawhi, Paul George. DeMarcus, il est out pour toute la saison. Ouais, terminé, ouais. Tendon d'Achille, il fera pas cette année. Ouais. Donc comme Kevin Durant, pareil, out toute la saison aussi. Exactement, la même. Et Kyrie qui vient de se péter le nez aussi, qui va jouer avec un masque. Ouais, bon, ça c'est pas très grave encore, mais oui. Bon. Écoute, on se fait Attends, avant de te quitter, on se fait une petite partie technique. Maintenant, on va voir juste allons-y. ce que tu veux. T'es prêt? On peut se faire une petite C'est maintenant que je me ridiculise? Non, il y a jamais de mauvaise réponse au poker. Ça, si tu peux, si tu vraiment faire des si vrais, tu mets du tien, mais. Alors on est à Vegas déjà. On est pas mal. On est sur Très bien. Quel casino, c'est important? Alors j'ai pas le casino, mais j'ai le buy-in. On est sur un 500. Au Rhino. Tu connais le Rhino? Petit sûr. C'est pas tout à fait un casino, mais je connais évidemment. Mais tu perds autant d'argent que. Là par plus contre, vite. tu peux faire des mauvaises réponses au Rhino. Attention. Faire attention. Alors on va ouvrir. Ça me plaît. On va ouvrir paire de 9. Ok. Et on est UTG en gros. UTG plus 1. D'accord. Ok. On ouvre, on est d'accord? Ouais. Paire de 9. Bien sûr. On fait 2 big blinds, ça te va? Ça me va. Au début du coup, on C'est quoi les stacks? On en a 34. On a 34 au début du coup, on en a 34. Tout le monde nous couvre, sauf 2 short stacks. Il y a un qui était avant nous qui avait 8 blindes, donc on s'en fout, et un qui est après nous qui a 13 blindes. Bon, pas de problème. On ouvre à 2 blindes, on est payé par le cut-off. Ok. Et tout le monde fold derrière. Très bien. On arrive au flop. Il y a donc 6,6 blindes au milieu. Le flop c'est As, 7, 2. Pas de tirage couleur. D'accord. On a paire de 9, c'est à nous de parler. On a paire de 9, c'est à nous. Est-ce qu'on check ou est-ce qu'on bet? As, 7, 2. Je pense que je bête là-dessus, moi. Ok, tu ferais combien? Plutôt pas cher, cher? Je pense que je bête au moins la moitié du pot. 3 big blinds, on va dire. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais. Ok. Pourquoi? Pour essayer de tâter un peu le terrain, voir comment le mec réagit à côté. Si je prends pas un risque insensé avec 3 big blinds, je me dis que s'il a tapé son as là-dessus, il va envoyer rapide ou au moins payer rapide. S'il suit pas, je pense que je vais là-dessus. L'as fait peur évidemment. Ok. En même temps, quand t'as paire de 9, il y a pas mal de boards qui vont être chiants. Ouais, qui vont être chiants derrière. Ouais, check ou bet, check. Ok, moi plutôt check ou bet. Si je bet plus petit que toi par contre. D'accord. Parce que l'idée c'est de faire folder des mains, par exemple contre Dame Valet, Roi Dame, Roi 10, des mains. Et ça suffit de mettre petit pour faire folder ce genre de mains. Tu mets 2 big blinds ou... 2 big blinds, voilà, je fais un tiers. Je fais un tiers si je décide de bet. Après je suis ok pour check, je pense qu'on peut faire à peu près les deux là-dessus. On va checker. Ok. Et notre ami au cutoff, check back aussi. Donc on voit la turn gratos, le pot n'a pas changé, 6,6. La doublette de l'as. As 7-2, doublette de l'as qui amène un tirage couleur.
D'accord. À trèfle, on n'a pas de trèfle. Alors, est-ce que du coup, là, on a checké le flop? Imagine que t'as checké le flop. On a checké le flop. Voilà. Turn, on arrive, doublette de l'as. Est-ce que maintenant, du coup, on bet? Ou est-ce qu'on continue de checker? Enfin, c'est là où mes limites techniques vont être flagrantes, mais tu vois, c'est là quand moi je vous dis que je joue méga tight, c'est que si j'ai checké le flop, moi je me sens obligé de rechecker là-dessus là. Ok. Ouais, moi je trouve ça ok de rechecker si t'as checké le flop. Je suis ok pour rechecker. Là où je vais pas checker, c'est si vraiment en fait plus ça dépend du profil. Voilà, plus tu considères que ton adversaire est mauvais, plus t'as envie de bet parce qu'il y a quand même beaucoup de mains moins bonnes qui vont te payer. Il suffit qu'il ait toutes les petites paires 3-3, 4-4, 5-5, etc. Et là on va faire un truc, on va bet, mais on va faire un truc un peu bizarre. Hein, on va mettre une blinde dans 6,6. Ok. On prend quand même notre adversaire pour un gros connard. Ouais, c'est ce que tu penses qu'il va folder comme une merde. Pour une grosse quiche. Et il va pas folder, du coup forcément une blinde, il paye, on voit la river. Donc à la river le pot fait 8,6. Ok. C'est un roi. As 7-2, As turn et Roi River, pas de couleur qui rentre. D'accord. Le pot fait 8,6. Bon, on a bet une blind turn. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait River? Est-ce qu'on continue? T'es un peu comme un con là quand même. Hein? Là je trouve que t'es un peu comme un con dans cette situation. Exactement, là, on est comme un con. Ouais. T'es un peu comme un con. C'est pour ça que tu peux pas faire. Là, lui, il a fait une boulette déjà, donc c'est pas grave. Ouais, tu peux pas faire pire. Oui, certes. Ah si, tu peux faire pire. Ah si, tu peux toujours faire tapis. Tu peux faire tapis. Ouais, voilà. Tapis. Payé. Merde. Tu poses une vraie question. T'as une vraie réponse. Ah là, tu vois, moi, profil safe au max là-dessus, je check. Tu recheck? Ouais. Pour checker. Nico, tu check? En fait, c'est toujours compliqué quand t'arrives dans une situation que t'aurais jamais fait. Le mec, t'as mis une blinde, il a payé. La river roi, je vois. En fait, pourquoi tu mises? Parce que c'est-à-dire, si tu mises, tu penses que tu vas te faire payer par moins bien. Il y a un roi, il peut avoir plein de rois. Donc je pense que moi je check clairement. Moi je suis d'accord, on est dans ce que j'appelle un coup qui n'existe pas. Ouais. Merci en tout cas de l'avoir choisi. Oui, et ben du coup on va continuer dans ce coup qui n'existe pas. On bet une blinde. Encore river. D'accord. Okay. Et en fait t'étais un gros connard à la turn, maintenant vraiment je te prends vraiment pour une sous. Et arrive ce qui doit arriver, on se fait raise. Donc on a fait une blinde, il était temps quoi. Il fait 6,3 blindes. Ok, il fait un énorme raise. Ah oui. Toi t'as mis une blinde et lui il en met 6-3. On fait une, il en met 6-3. Fold 100% du temps. Moi je fold là. Fold tout le temps. Terminé. Moi je vois. En fait il a. Alors qu'est-ce qu'il a comme main en value qui relance? Regardez, il y a toute l'équipe Wina qui est là. Tu ouvres la porte et il y a tout le monde qui est là. Entrez. Il y a plein de mains. En fait, vu qu'on a mis une blind turn. Il a plein de rois, il peut avoir plein de trucs. Je sais pas, tu peux le voir sur une main forte, un roi valet, un truc comme ça qui lui est permis de. Ouais, enfin moi je vois plein de trucs qui puissent jouer là-dessus quoi. Donc on part pour se coucher, Nico. Moi je mets comme ça et on se couche. Moi je me couche. Ouais. On a essayé de le prendre. Je vois pas pourquoi tu payerais ça en fait. Qu'est-ce qui te ferait payer un tel raise Alors, après, il faut avoir soit un énorme read physique, mais encore le mec, il faut que genre il ait le hockey quand ils sont en bluff quoi. Ou que t'aies vu une de ses cartes. Ou que t'aies vu une de ses cartes. Même une, c'est pas sûr. Hein. Une, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ou que tu triches. C'est vrai. Ça aussi, c'est. Du coup, on donne des bons conseils, nous, à la radio. Du coup, bon, bah, nous, on n'aurait jamais joué la main comme ça, on est d'accord, on n'aurait pas payé. On a payé. On a payé. On est décidément complètement con sur cette main. Exactement. Et on a perdu. Il a joué la main. Et on a perdu. Non, c'était pas moi. Et il avait quoi alors? Il avait roi valet. Voilà. Tu vois, il a colle avec hauteur roi turn. On est content, on a bien joué la main. On est bien passé pour des cons. Bah tu vois, on aurait check et puis on aurait on aurait économisé pas mal. Ou miser le flop, miser la turn. Ce que je voulais dire, la turn, ta petite blinde toute pourrie, fallait bet un peu plus quoi, mais c'est ça. Tu pouvais bet un peu plus cher quoi et il aurait fallu. Bon écoute, moi je trouve que ça va. T'avais papier en règle hein. Ouais. Non mais si ça va. Attends, tu vois, t'as identifié les erreurs. Tu t'en sors mieux que VS LeBron, je pense. J'espère. C'est que je suis vraiment nul au poker. Ce qui est possible. Écoute, merci beaucoup Rémi. On va te laisser aller vaquer à tes occupations. À ton one day, good luck pour ton one day. T'as fait ton crossfit toi encore ou pas encore? J'y suis passé ce matin, c'est bon, c'est fait, c'est rayé. Ça c'est fait et tout. En plus la salle elle est incroyable ici. Ouais, top, on est vraiment bien là. C'est vraiment cool. Avant d'aller passer quelques heures, si les dieux du poker sont grands avec moi à la table. Ok, bah écoute, on te souhaite plein de chance pour la reprise d'NBA Extra. Et bah avec plaisir, je vous dis le 20 octobre, rendez-vous, midi 45 comme d'hab, on va parler basket tous les jours. Ouais, vous parlez pas trop, genre vous parlez sur la Winamax TV. Et tous les mercredis à 19h45 avec Lucas et Marion sur la Winamax TV. Et là par contre, vous parlez pas de basket, c'est plutôt la pêche à la mouche, enfin des trucs comme ça. Oui, non, le basket ça nous intéresse pas. Non, on parle pas du tout de basket. Sur les CrossFit Games et tout. Bah écoute, merci, tu passes le bonjour à Franck.
Ce sera fait. Tu dis big up parce que on se connaît. Je lui demanderai si les joueurs, si vous voulez, tiens, de poker. Ouais. Tu lui donnes la réponse quand même après. Avec plaisir. Tu lui donnes la réponse. Tu lui donnes tu lui demandes. Si oui, je lui dirais de passer faire un tour chez vous là. Parfait. Au top. Nickel. C'est quoi les autres? On a plus de chances de gagner contre LeBron ou que Franck. Ouais, tu sais que si les mecs ils se font, alors blague à part, quand les mecs ils sont en compète en Coupe du Monde et tout, ils se font un peu chier. Donc parce que les temps de transport, ça joue pas mal au poker. Tony, il jouait au poker. En NBA, ça se fait beaucoup dans l'avion. Et puis bon, tu sais les salaires qu'ils ont, donc les mecs ils misent. En plus, c'est pas tous des lumières en poker, tu vois. Et d'ailleurs, je sais pas si il y a des sommes à faire. Il y avait des gros trucs live de poker là. Il y avait Draymond Green. Ah ouais. Qui était assis. C'était un cash game télévisé. Marrant. Et qui a joué. Et solide ou pas alors? Je sais pas. Non, pas fou. Pas fou. Il défend mieux au basket. Mais il y a plein de joueurs. Tu sais qu'il y avait un gros tournoi aussi, un énorme tournoi. Il y avait Paul Pierce qui était en tête. Alors ça, oui, Paul Pierce, pour le coup, je crois que c'est un vrai joueur, Paul Pierce. Oui, on le croise souvent à Vegas. Ouais, voilà, souvent à Vegas. Joueur costaud. Ouais. Et moi j'avais creusé aussi Chris Weber à Vegas. Enfin tu vois ça joue. Moi aussi joueur de basket très bon. Gérard Piquet à Barcelone aussi. Chris Weber, j'étais très content. Tournoi. Il joue beaucoup. Chris Weber, j'ai eu un réflexe, j'ai fait une photo contre lui, je me suis baissé pendant que j'ai fait la photo. Je sais pas. Et du coup je fais 1m2. Le mec fait 14 mètres. Il est costaud en plus. Donc voilà. Bon voilà, je crois que l'on a refini. On peut mais en tout cas merci beaucoup Rémi. Nous on se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Club Poker Radio en direct de Dublin. Allez, ciao tout le monde, salut. Ciao tout le monde, merci. ciao.